En 1977, je fête mes 3 ans en écoutant son premier succès, Petite Marie. Pour mes 5 ans, il compose Je l'aime à mourir et N'oublie pas mes 7 ans avec l'encre de tes yeux. Suivent Répondez-moi, La fille qui m'accompagne, encore et encore. Et puis ce succès inattendu avec la chorale d'Asnières et que du haut de mes 12 ans, je chantais à tue-tête, il faudra leur dire, il faudra surtout lui dire de chanter moins fort, pensaient mes parents. Peine perdue, Sarbacane est arrivé un samedi soir sur la Terre, c'était hors saison. Imaginez alors les beaux dégâts. Aujourd'hui, bonne nouvelle, il est dans VIP avec nous. Francis Cabrel, bonjour. Eh bien, bonjour. Ça vous fait rire. Ouais, je me sens, c'est vrai, d'un coup, comme si j'avais 150 ans. Là. Mais pas du tout. Non, ah bon. Pas du tout. D'habitude, on a l'habitude de vous voir derrière votre guitare, et j'aurais même tendance à dire caché derrière votre guitare. D'être aujourd'hui sans elle, c'est plus difficile ? Non, pour bavarder comme ça, c'est pas indispensable. En fait, c'est même assez encombrant une guitare. Le plus souvent possible, j'essaie de ne pas promener avec ma guitare. Ouais, enfin, vous qui aimez gratouiller justement. Par contre, oui, c'est vrai que chez moi, il y en a partout, dans tous les coins, sont toutes à portée comme ça, dans toutes les pièces. Oui, ça c'est. Quand on travaille sur, quand on recherche des articles vous concernant, etc., il y a un mot qui revient souvent. C'est le mot artisan. On parle de l'artisan Cabrel. Alors on sait que vous êtes basé à Stafford, du côté d'Agen, que vous travaillez chez vous, à la campagne, et que ça ressort dans les albums. Il y a une sorte de sincérité qui émane. Ça vous plaît ce mot d'artisan, j'imagine? C'est assez valorisant en soi. Oui, j'aime bien. Ouais, je suis entouré d'artisans dans le village. Bon, il y a toutes sortes de gens qui travaillent manuellement comme ça sur de la belle matière, soit le bois, soit je sais pas moi, du tissu. Enfin, je sais pas tout ce que les artisans fabriquent, bricolent. Vous travaillez sur l'air du temps? Moi, je suis un peu... la matière, ça pourrait être quoi? Ouais, les mots, l'inspiration, c'est-à-dire que c'est vague, mais bon, c'est l'actualité, c'est les conversations qui passent, c'est toutes sortes de moments où on capture des petites idées comme ça, des petits accidents aussi, des accidents littéraires, entre guillemets. Et donc, c'est la matière, bon, certes, c'est pas très palpable comme truc, mais bon, ça finit toujours par faire des chansons. C'est tout l'amour comme on dit, de la belle ouvrage, en fait. Je fais en sorte, je ne sais pas si c'est toujours de la belle ouvrage. Moi, je mets tout mon cœur à chacune des chansons que j'écris. C'est vrai qu'il y a certaines qui sont réussies, d'autres un peu moins. Bon, ça, c'est... Je pense que les artisans de ce côté-là sont quand même mieux organisés parce que bon, c'est plus justement... ils ont un modèle, ils font... Ils savent vers quoi tendre, alors que nous, dans la chanson, je dirais, c'est toujours quand même du hasard, quoi. C'est la jolie phrase qu'on attend qui ne vient pas, et puis tout d'un coup, 6 mois après, elle arrive sur... Oui, il y a quand même une part de mystère et d'inconnu dans l'artisanat de la chanson. On a beau se creuser la tête, c'est pas... C'est pour ça que vous mettez 5 ans entre chaque album? Non, je mets 5 ans vraiment par paresse, c'est les 3 premières années. Pour vivre, parce que moi j'adore mon coin de France, j'adore donner du temps à ma famille par exemple. Et après les 2 années qui restent, c'est vrai que là je m'active beaucoup. Mais je pourrais faire un disque tous les 2 ans, oui, ça c'est le temps qu'il faut. Hein. Je pense qu'à cette vitesse-là, bon, ça empêcherait de vivre, de retomber un peu dans l'anonymat ou de retomber dans le commun. Je dirais, un chanteur, moi, il me semble, surtout quand il est auteur, doit tenter le plus possible de vivre comme tout le monde, sinon on est inaccessible, on est même soi-même étanche à ce qui se passe dehors. Donc, Enfin, vous avez quand même un tel niveau de notoriété que j'ai du mal à imaginer que vous retombiez, comme vous dites, dans l'anonymat, que vous repreniez, vous, une vie peut-être moins trépidante, mais plus calme, plus paisible, oui, mais de là à retomber dans l'anonymat, c'est peut-être pas les bons mots. Non, c'est pas l'anonymat total, en effet, mais c'est quand même une forme d'anonymat par rapport à justement toute l'effervescence qui entoure le succès ou la sortie d'un album ou le fait qu'on se montre beaucoup. Justement, se cacher et rester loin des médias pendant un certain temps, ça fait qu'on retombe malgré soi dans une sorte de, pas d'indifférence, mais disons, on est moins dans l'œil du cyclone et dans l'œil des gens, donc en fait ça ressemble un peu à l'anonymat. Vous avez prononcé le mot succès, vous en avez fait le tour hein, depuis qu'on vous connaît. Vous l'analysez comment aujourd'hui, ce succès? Et vous le gérez comment aujourd'hui? J'ai jamais analysé. Et j'ai jamais géré qu'au jour le jour, en me défendant comme ça quand c'était trop encombrant. Ou... Non, j'ai jamais analysé, je sais pas, je peux pas vous dire pourquoi c'est tombé sur moi. Petite citation de Maupassant tirée de son livre Pierre et Jean. Les grands artistes sont ceux qui imposent à l'humanité
leur illusion particulière. Ce serait laquelle, votre illusion particulière? Mon illusion, c'est l'harmonie. C'est l'harmonie entre les peuples, entre les cultures, entre les langues, entre les religions. Donc, entre, je sais pas, c'est mon illusion. Ça, c'est le rêve que je poursuis. Je ne comprends pas qu'on n'arrive pas à une chose aussi simple que celle-là. Donc, sans doute, mes chansons qui parlent beaucoup d'amour sont justement un message, je dirais, répété, asséné jusqu'à épuisement pour que, au moins pendant les 2 heures que dure un spectacle, par exemple, on ne pense qu'à rien d'autre qu'à des choses sentimentales ou du moins qui rapprochent. On parle aussi souvent de la fêlure chez les artistes. Vous en avez une, vous, de fêlure? Pas que je sache. J'ai quelques cicatrices sur le corps, mais bon, des fêlures à l'âme, disons, oui. Non. Non. Donc on n'est pas obligé de concevoir dans la douleur? Dans la douleur amoureuse, oui. La plupart des chansons d'amour, disons, sont nées d'une... Mais bon, la fêlure amoureuse, c'est pas quand même si original que ça, quoi. Tout le monde a eu un chagrin d'amour. Un jour, avec ça, on peut faire 70 chansons. Vous avez créé, c'était en 1994, que vous avez parrainé les Journées d'Astafor, si je ne me trompe pas. Oui, les ateliers d'écriture. Les ateliers d'écriture. Qu'est-ce que vous essayez de leur transmettre à ces jeunes artistes qui viennent vous voir et que vous essayez d'aider? J'essaie de leur dire, et je ne suis pas seul, mais tous les professionnels qui défilent devant eux, essaient de leur dire que c'est possible. Parce que souvent, ce sont des gens découragés qui, après maintes tentatives, à frapper à des portes qui ne s'ouvrent jamais, pensent que chanteur ou que auteur ou compositeur, c'est réservé à une certaine caste, disons, totalement ailleurs, inaccessible. Donc nous, disons moi, j'essaie de leur dire, mais tout est possible à force justement de travail, à force d'être précis, d'être concentré, enfin je sais pas, de donner le meilleur qu'on puisse offrir de soi. Et de garder leurs illusions particulières aussi. Et de garder voilà, leurs forces, leurs illusions, que tout est possible. Merci beaucoup Francis. L'ennui qui dévore les autres hommes au milieu même des délices est inconnu à ceux qui savent s'occuper par quelques lectures. Heureux ceux qui aiment à lire, écrivait Fénelon. Et heureux aussi ceux qui aiment et qui savent écrire, car écrire, même si c'est très dur, offre de grandes fenêtres de joie, nous dit la poète et romancière libanaise André Chédid. Lecture et écriture, littérature et écriture, Francis Cabrel, c'est le thème que nous allons aborder. En quoi la littérature est-elle si importante pour vous? Pourquoi vous avez choisi ce thème-là particulièrement? Parce qu'un bon livre me fait voyager, moi qui voyage peu, et qui n'est pas un goût très prononcé pour le voyage tel qu'on le conçoit, avion, déplacement, hôtel lointain, mais bon, insectes dans les chambres, enfin bon, tous les trucs. Trek en Namibie. Voilà. Donc je trouve que je voyage mieux et plus facilement assis sur mon fauteuil à bouquiner. Notamment même dans le temps, je dirais, parce que bon, c'est quand même des choses qui ne sont pas possibles physiquement. On peut se transporter plusieurs siècles en arrière en lisant. Donc, je sais pas moi, je lis beaucoup sur l'histoire, je lis beaucoup sur les biographies de gens que j'admire. Plus donc des romans, des gens qui ont du style, des gens qui ont du cœur, des gens qui ont une espèce de musique comme ça dans ce qu'ils écrivent. D'ailleurs, puisque vous parlez de musique et que vous allez voir que j'adore les citations, Chateaubriand disait la poésie, c'est le chant intérieur. Quand on écrit des chansons, on est aussi poète. Enfin, moi, je trouve que ça va ensemble. Vous avez, vous, ce chant intérieur, vous le caractériseriez comment? En ce qui concerne l'écriture, mais quand je le trouve chez quelqu'un, effectivement, je dévore tout ce qu'il écrit. Ouais. Il y a des gens qui n'ont aucun chant dans ce qu'ils écrivent. Donc je referme le livre tout de suite, j'achète 10 bouquins, je les commence tous et j'en finis 2. Quoi. Ça, c'est à peu près la moyenne. Au bout de 30 pages, j'ai déjà senti s'il y a justement de la musique ou pas, s'il y a une espèce d'âme, s'il y a du style, s'il y a un rebond, s'il y a des idées, s'il y a de la poésie, s'il y a tout, bon, c'est formidable. Et s'il y en a la moitié, tant mieux. Des fois, il n'y a rien du tout. Quoi. Donc si c'est juste de me décrire une histoire, ça ne m'intéresse pas. Je préfère qu'on me raconte rien, mais qu'on me le raconte brillamment avec je sais pas, des images, des expressions, des tournures originales, voilà. Et parce que vous, en fait, oui, c'est ça, le style vous intéresse presque plus que l'histoire en réalité. Ouais, plus. Alors le style, par exemple, de Jean de La Fontaine, vous nous avez amené un livre, des fameuses fables.
On connaît tous les 2 ou 3 mêmes, et puis les autres, on les connaît Oui, pas. moi justement, j'ai tout lu à raison d'1 par jour, et comme il y en a 350, j'ai fait mon année. Là, il y a... L'année La Fontaine. Voilà, l'année La Fontaine. Et qu'est-ce qui vous plaît chez lui? Ben, c'est malicieux, c'est très très musical. Il faut dire qu'à l'époque, il avait quand même eu le courage de démonter le système métrique de la poésie qui était toujours 12, 12, 12, le fameux alexandrin qui pèse des tonnes. Là, Victor Hugo a beaucoup fait ça plus tard, mais bon. Disons que lui, il a osé faire des phrases courtes, des rebonds. Et... En plus, c'était très malicieux, c'était presque même lèse-majesté quelquefois, donc c'était courageux de s'attaquer comme ça aux grands personnages de la cour. Oui, même via le biais des animaux, on était quand même C'est ça, donc pas en dupes. prenant le biais des animaux, il a un peu décrit son époque, et je trouvais... voilà, ça me faisait rire. Petit exemple de style d'une fable que vous avez choisie vous-même, Les animaux malades de la peste, où grosso modo, il est question de la peste. Il est question que la peste tombant sur le monde, les animaux cherchent qui est responsable. Un bouc émissaire. Comme Voilà, on dit. ils cherchent le bouc émissaire. Tous s'accusent de crimes terribles, mais bon, comme ils sont puissants, genre le roi, genre les renards, tous des carnivores en fait, ils s'amnistient, je dirais, ils s'auto-amnistient. Non, c'est pas possible, c'est pas nous. Et passe le pauvre âne, donc, qui lui s'accuse. L'âne vint à son tour et dit « J'ai souvenance qu'en un pré de moine passant, la faim, l'occasion, l'herbe tendre, et je pense, quelques diables aussi me poussant, je tondis de ce pré la largeur de ma langue. » Et donc, Voilà, donc tout le monde tombe sur lui, et je suppose l'égorge, donc, pour essayer que la peste, en fait, soit éradiquée de terre. Criarot sur le baudet, comme... Voilà, c'est un criarot sur le baudet. Et je trouvais surtout la phrase « Je t'en dis de ce près la largeur de ma langue », qui est une véritable trouvaille qui... Peut-être un petit peu difficile à placer en chanson. Presque cinématographique. Hein. Mais là, je vois, selon que vous serez puissant ou misérable, j'ai déjà entendu ça chez un certain Michel Sardou, hein, comme quoi La Fontaine est une source d'inspiration pour beaucoup de gens. Je vous disais, cette citation de Chateaubriand, la poésie c'est le chant intérieur, vous nous avez parlé du chant intérieur de ce que vous lisiez. Qu'en est-il du vôtre? Comment on fait pour écrire ce qui... C'est tellement confus ce qu'on a en nous en général qu'on a du mal à le mettre en mots. Comment vous vous y prenez, vous? Ben, comment je m'y prends? Déjà, j'écris la musique, donc après, c'est déjà plus simple de poser les mots qui correspondraient ou qui correspondront. Je sais pas, quelquefois qui ne correspondent pas du tout, mais bon, c'est justement ça, c'est la recherche. C'est un peu un jeu de cube, quoi, disons, essayer sur les notes fortes, les notes faibles, poser les accents toniques ou pas, c'est assez compliqué. Puis après, ça dépend si on a justement l'inspiration ou pas, quoi. Donc si on ne l'a pas, c'est juste un exercice de style, une chanson bien ficelée, où tout rime, mais où il ne se passe rien. Et quelquefois on l'a, et c'est très habité, puis ça reste habité pendant des années, puis on chante 30 ans après, Petite Marie, ou L'encre de tes yeux. Bon, mais voilà, c'était que ce jour-là, il se passait quelque chose, quoi. La devise de Jean de La Fontaine, c'était plaire et instruire. Ça pourrait être la vôtre ou vous en avez une propre? Non, j'en ai pas, non. J'en ai pas. Mais plaire et instruire, non, ça me paraît hors de portée pour moi. Loin de, non, plaire, bien de sûr, ce que oui. vous pratiquez. Écrit... plaire quand même, les artistes sont beaucoup dans la séduction quand même. On écrit toujours pour plaire, ça c'est évident, mais instruire, non, quand même pas. Vous seriez tenté par une écriture au plus long cours, enfin sur une nouvelle, sur le roman, ou c'est quelque chose auquel vous Je n'avez dis jamais toujours pensé? oui à cette question. Ah bon? Et ça n'arrive jamais, mais oui, je pense que oui, je suis tenté. Ouais. Je suis tenté, je recule toujours le moment de m'y lancer parce que ben justement mes exemples en littérature sont quand même un peu décourageants, quoi. J'ai toujours peur de me mesurer à beaucoup plus fort, beaucoup plus intéressant. Je pense à Céline que j'aime beaucoup, je pense à, je sais pas, peut-être Maupassant aussi, ou Balzac. Bon, voilà, ah bah oui, évidemment. Donc là, je vois pas ce que je pourrais faire. Ce serait peut-être pas le but, hein, de faire non, aussi c'est pas bien le but de faire aussi bien, mais bon. Il me semble qu'en chanson, quand j'ai commencé, il y avait de la place, quoi. Il y avait une petite place pour le genre que je voyais pas, que j'entendais pas, et que je me sentais capable d'apporter une pierre minuscule à l'édifice, alors qu'en littérature, je suis pas certain. Bon, on va quand même guetter. On ne sait jamais. Oui, on ne sait jamais. Ouais. Vous aimez le silence aussi? Oui, j'aime bien le silence. Ouais. Faisons-en un, c'est ça, non? Un petit silence pour terminer.
Qu'importe ma vie, je veux seulement qu'elle reste jusqu'au bout fidèle à l'enfant que je fus, écrivait Georges Bernanos. Un enfant discret en ce qui concerne mon invité, pour une enfance paisible au sein d'une famille ouvrière d'Astafort. Les matchs de basket, la pêche, les copains, Philippe et Martine, la guitare. Ça ressemble un petit peu au bonheur, tout ça, Francis Cabrel. Tout à fait, oui. Tout à fait. Je peux rien répondre d'autre à cette belle introduction. Enfance paisible. Mon enfance fut paisible, fut insouciante. Ce que je souhaite à tous les enfants du monde. Oui. Que ce soit l'enfance sans déjà les soucis, disons, réservés aux adultes trop tôt, quoi, qui interfèrent comme ça dans les jeux, dans tout ce qui doit être purement enfantin, détaché, quoi. Vous y pensez au petit Francis que vous étiez? Il vous accompagne dans votre vie? Non, j'y pense pas souvent. Je me souviens pas trop de trucs. Non, j'ai pas une mémoire qui commence très tôt dans mon enfance. Vous l'expliquez comment? Je sais pas. Vous l'expliquez pas? Non. Vous vous souvenez de ce qu'il voulait faire, le petit Francis Cabrel, quand il était tout petit? Je me souviens très bien que dès l'âge de 12 ans, je voulais avoir une guitare avec moi et faire quelque chose avec. Peut-être pas chanteur comme c'est arrivé, mais bon, musicien, enfin quelque chose dans la musique, quoi. Sinon, avant ça, non, j'ai pas de... J'ai une assez bonne scolarité primaire, disons. Oui, ça s'est un petit peu gâté après au lycée. Après, ça s'est gâté. Vous étiez en pension à Agen? Ouais, je sais pas pourquoi ça s'est gâté, parce que j'étais vraiment super bon jusque-là. Puis là, ça s'est déréglé d'un coup, quoi. Peut-être le pensionnat, peut-être des trucs qui me correspondaient pas, quoi. De là à se faire renvoyer en première. Mais renvoyé pour d'autres raisons que le travail. Ouais, c'était la discipline, là. Je travaillais très bien. Mais disons, j'avais des notes pour passer en terminale. Et puis, comme on était un peu dans une période trouble, c'était 70, 71, les événements de 68 étaient passés par là. On était quand même assez rebelles, quoi. On était pas méchants, mais un peu, disons, comment... Alerté, en tout cas. Enfin, ouais, alerté. Sur le qui-vive. Puis, voilà, sur le qui-vive, peut-être, ouais. Vous aviez quoi, une quinzaine d'années en 68? Ouais, j'avais 14 ans en 68, ouais. Et comment vous avez analysé les événements à l'époque? Ben, ça m'a vachement impressionné parce que toute la France était bloquée, toute la France se bagarrait, se battait. Moi, j'étais plutôt partisan qu'il fallait que ça change. C'était quand même un peu féodal juste avant. Dans les lycées, c'était la discipline rude. Et vous qui paraissez si calme, si posé aujourd'hui encore, il y avait vraiment un révolutionnaire, et puis il y a peut-être toujours d'ailleurs un révolutionnaire qui se cache en vous? Ben, j'étais un peu le suiveur dans un groupe où il y avait des enragés, ouais. Ça c'est sûr, je n'étais pas enragé moi-même, mais j'étais sympathisant, ouais, de leur cause. J'ai toujours été du côté du faible, on va dire. Mais la rage, ça permet d'avancer aussi. Ça dure encore aujourd'hui, ouais. Elle est toujours présente? Ben, la rage, oui, la colère des fois, ou l'écœurement, ouais, ou devant les privilèges qui sont toujours présents autour de nous. Il y a des gens qui se croient toujours plus haut, plus forts que tout. Ben, ils sont d'ailleurs malheureusement encore toujours plus forts que tout. Donc ça m'énerve, ça me crispe. Et quelles sont les valeurs que vos parents vous ont transmises? Mes parents m'ont transmis par l'exemple, jamais par la conversation, jamais par la parole. C'est pas des gens qui parlaient beaucoup. C'était donc des travailleurs, des ouvriers, des gens de la campagne. Donc c'était pas, il y avait pas ils n'avaient pas les moyens de suivre nos études, par exemple. Ils n'étaient pas allés à l'école suffisamment longtemps pour qu'ils puissent conseiller leurs enfants. Donc c'était plutôt par l'exemple qu'ils nous ont montré des choses très simples, très... Je ne sais pas quel genre de valeur en particulier, mais bon, c'est plutôt... Votre papa était ouvrier, à l'usine de biscuits, n'est-ce pas fort? Et votre maman, elle était? Mère au foyer. Enfin, avant d'être ouvrier, il avait été plutôt, je dirais, à l'époque, on appelait ça... il travaillait dans les fermes, quoi. Il prêtait sa force à tous les fermiers du coin qui avaient besoin de coups de main. C'était une espèce de manœuvre, peut-être, ils appelaient ça? Peut-être manœuvre, oui. Manœuvre, oui. Ouais, beaucoup de travail. Je me souviens et de courage. Quand on disait profession du père, je mettais manœuvre. Ça voulait tout dire, quoi. Le mec, je sais pas, qui décharge les camions de foin ou qui conduit les tracteurs, je sais pas, qui va soigner les bêtes. C'était un peu l'espèce de costaud, quoi. Quand vous pensez à votre enfance, est-ce qu'il y a une odeur particulière qui remonte dans votre mémoire? L'odeur je sais pas, de cette usine de biscuits là, qui flottait sur le village, ouais, ça c'est sûr. Ah oui, ça devait pas être désagréable. C'était sympa, ouais. Ça aurait pu être autre chose, ça aurait pu être une usine de caoutchouc. Oui. Puis maintenant, on a tout un tas d'odeurs là, qui sont beaucoup moins sympathiques.
comme des retraitements des boues et tout ça. Là. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux l'usine de gâteaux. Et puis tous les gosses du village allaient y travailler l'été pour gagner 3 francs 6 sous. Bon, moi, tous les étés, j'allais dans cette usine-là ranger les gâteaux par paquet de vin pour gagner, parce que, je sais pas, il fallait acheter des sapes pour la rentrée scolaire ou des bouquins, des trucs comme ça. Donc tout le monde bossait. Quand on perd son papa, c'est un peu de l'enfance qui s'envole? Ben oui, j'avais 30 ans à peu près, je pense. Ben oui, c'est un peu tout qui... Tout s'envole, l'enfance, la vie, l'adolescence, tout, quoi. Tout s'effondre un peu, ouais. Qu'est-ce que vous lui diriez au petit Francis Cabrel si vous pouviez le rencontrer aujourd'hui? Tiens-toi droit. Oula, ouais. La réponse fuse. La réponse fuse parce qu'aujourd'hui j'ai des problèmes de dos parce que j'ai fait beaucoup de sport et je suis parti sur une scoliose parce qu'à l'école je me tenais dans n'importe comment. Et je souffre un petit peu de ça aujourd'hui. Donc je lui dirais, tiens-toi droit. Plutôt que de s'avachir sur un bureau comme ça pendant des journées. C'est vrai que ce qu'on apprenait était assez ennuyeux, donc je comprends très bien que la position avachie était celle qui correspondait le mieux à ce qu'on m'obligeait à entendre. Mais bon, ça m'aurait aidé de me tenir un peu plus droit. Et tiens-toi droit, ça va aussi bien pour l'aspect physique que pour l'aspect moral ou... Non, que l'aspect physique. Surtout pas l'aspect moral. Non, l'aspect moral, non, justement, je trouve que j'ai eu la bonne attitude au bon moment. C'est pas... Je me reproche rien, j'ai été de temps en temps crétin, idiot, bon, comme tout le monde, mais c'était l'âge qui voulait ça, je sais pas, Vous avez de l'affection pour le petit Francis que vous avez été? Quelquefois, oui, je me souviens d'avoir tué des oiseaux avec une fronde, c'était complètement crétin, et je le ferai plus, et je trouve que ça... Mais bon, je dois bien avouer que c'est moi qui l'ai fait, je m'en souviens très bien, donc ça me semble à 10 kilomètres de ce que je suis capable de faire aujourd'hui, mais bon, c'était comme ça. Je l'ai fait, donc... Nous allons terminer cette conversation sur le récit de ce drame. Voilà, le petit oiseau est mort. J'y pense encore. C'est joli d'y penser encore. Ben ouais. Merci Francis. Il était une fois 2 femmes qui ne s'étaient jamais rencontrées. L'une dont tu ne te souviens pas, l'autre que tu appelles maman. 2 vies différentes dans l'accomplissement d'une seule, la tienne. L'une fut ta bonne étoile, l'autre est ton soleil. La première te donna la vie, la seconde t'apprit comment la vivre. La première créa en toi le besoin d'amour, la seconde fut là pour le combler. L'une te donna tes racines, l'autre t'offrit son nom. La première te transmit tes dons, la seconde te proposa un but. L'une fit naître en toi l'émotion, l'autre calma tes angoisses. L'une reçut ton premier sourire, l'autre sécha tes larmes. L'une t'offrit en adoption, c'est tout ce qu'elle pouvait faire pour toi. L'autre pour avoir un enfant, et Dieu l'amena vers toi. Et maintenant, quand en pleurant tu me poses l'éternelle question, héritage naturel ou éducation, de qui suis-je le fruit? Ni de l'un ni de l'autre, mon enfant. Tout simplement de 2 formes différentes de l'amour. Voilà, c'est un poème d'un auteur philippin inconnu. Un poème qui doit vous toucher particulièrement. Mais qui mérite d'être connu. Ouais. Qui mérite d'être connu. Une introduction un peu longue, mais pour un thème qu'il mérite, qui est l'adoption, un thème qui vous concerne particulièrement, et c'est vous qui allez nous expliquer pourquoi. Ah bon? Parce que je viens d'adopter une petite fille. Ouais. Petite vietnamienne. Ouais. Vous y aviez pensé depuis longtemps à l'adoption? Oui, nous avons déjà 2 enfants, et le 3e, on s'était toujours dit qu'on l'adopterait. Ouais. D'abord parce que nous sommes un peu vieux maintenant pour les faire nous-mêmes. Oui, 150 ans, vous nous avez dit tout à l'heure. 150 ans, oui. Oui, je me souviens. Donc par contre, les démarches ont été très longues et malheureusement, 4 ans ont passé entre le moment où nous avons déposé notre dossier à je ne sais plus où là, MAI ou je sais pas quoi, voilà. Et le moment où on nous a dit, ben, vous pouvez y aller donc... Les vedettes, elles adoptent en 3 semaines au Vietnam, c'est bien connu. Oui, les vedettes, ouais. Certaines vedettes, mais pas toutes. Donc moi, j'ai suivi le trajet normal et long de l'adoptant lambda. Et pour finir, j'avais, c'est vrai, un peu remué, fait valoir ma colère, fait entendre... J'étais allé voir le ministère de la Famille, ça ne pouvait plus durer, quoi. Ça faisait 3 ans et demi qu'on attendait, on n'avait toujours rien, dossier bloqué. Donc j'avais fait un peu accélérer les trucs, mais sur les derniers 6 mois, quoi. Donc nous avons eu donc la petite l'année dernière. Oui, surtout que le Vietnam a fermé, c'est une destination d'adoption qui a fermé quelque temps. Il y a eu des trafics entre les 2 pays, bon, enfin... Voilà. Et sinon, pourquoi le Vietnam? Parce que le Vietnam,
Donc quand j'avais 15 ans, il y avait cette fameuse guerre là, qui ne finissait plus, où on pouvait haïr les Américains et tout ce qu'ils ont fait comme saloperie, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, à des gens qui se sont bien défendus et qui ont eu le courage de se battre jusqu'au dernier d'entre eux, et donc de vaincre la superpuissance. Donc il y a eu, après toutes ces années où on avait de la compassion pour eux, il y a eu quand même un mouvement admiratif, je dirais, envers le peuple vietnamien. Donc il y a toujours eu, a priori, de ma part en tout cas, extrêmement sympathique envers ces gens-là. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce peuple? Et après, quand je l'ai visité, parce que j'étais allé en voyage de tourisme en l'an 2000, j'ai trouvé que c'était splendide, magnifique. Donc ce sont des gens courageux, des gens organisés, des gens malins, des gens... je sais pas, c'est un beau peuple, quoi. C'est un beau peuple. Un homme n'est jamais si grand que lorsqu'il est à genoux pour aider un enfant. C'est une phrase de Pythagore. C'est un peu ce que vous avez fait. Enfin, en même temps, vous aidez cette petite fille. Vous allez lui donner, évidemment, et vous lui donnez déjà tout votre amour. Qu'est-ce que vous attendez d'elle, vous? Non pas en retour, pareil. parce que... Non, mais on n'attend rien de précis, mais je pense que l'adoption, ça marche dans les deux sens, quoi. On donne de l'amour, on en reçoit immédiatement. Donc c'est pas non plus qu'un acte généreux, c'est un acte aussi un peu égoïste. On veut un enfant pour soi, un enfant tout de suite, un enfant tout fait, un enfant qu'on va aider, mais bon, ça on aide tous les enfants, enfin, je sais pas les nôtres, ceux des autres, enfin, je sais pas, une fois qu'on aime les enfants, on les aime tous. Donc on reçoit autant qu'on donne, c'est pas juste un acte d'amour vers l'enfant. Cet enfant, c'est l'enfant d'un autre couple. C'est une notion avec laquelle vous êtes à l'aise? Ben, pas encore tout à fait, non. Mais bon. Vous connaissez ses parents, peut-être? Non. Non. Et vous y pensez? Oui, j'y pense souvent, on les connaîtra jamais, parce que la demoiselle qui est partie n'a laissé aucune trace. Et cet enfant, c'est un autre. Comment on peut respecter l'altérité d'un enfant qui vient d'un autre pays, qui a une autre culture? Vous vous êtes déjà posé la question, quand elle va grandir, la petite, Ouais. Ben oui, je pense qu'on va entretenir avec le pays déjà des relations assez suivies, de façon à ce que le jour où elle décide d'y repartir pour voir comment ça se passe, ça soit assez familier, quoi, pour tout le monde. Nous, on va sûrement y aller tous les ans ou tous les 2 ans. Parce on aide pas mal l'orphelinat en question. Donc vous êtes impliqué dans l'orphelinat? Oui, on s'est impliqué, ouais. Monter une asso parce que c'est quand même dans le nord du Vietnam, j'ose pas dire une extrême pauvreté, mais quand même des moyens assez limités, quoi. Ils ont beaucoup d'amour pour les gosses, mais ils n'ont pas beaucoup de moyens pour qu'ils soient tous en bonne santé, en pleine santé, c'est pas possible. Donc il y a malheureusement beaucoup de problèmes et qu'on essaie d'aider comme ça Donc on va y retourner souvent nous-mêmes, donc je pense qu'à un moment donné, ça sera naturel pour tout le monde. Vous nous l'avez dit, vous avez 2 aînées, 2 filles qui ont 19 ans et 14 ans. Comment elles ont accepté cette nouvelle venue? Enfin, elles sont grandes maintenant. Ben déjà, elles demandaient autant que nous, donc c'était pas du tout c'est une décision familiale complète. Donc ces 4 ans qu'on a, je dis pas perdu, mais dans lesquels on a attendu, c'était regrettable pour tout le monde, parce que les filles grandissaient. Elles voulaient une petite sœur ou un petit frère. Donc d'ailleurs, c'est de nouveau une fille. Oui, le hasard a fait que c'était une fille. Ouais. Mais parce qu'on choisit pas. Ça me convient tout à fait. Ah. Ouais. Vous êtes bien au milieu de vos femmes. Exactement. Un peu le pacha, quoi. un peu le pacha, c'est vrai, ouais. Non, mais ça me correspond bien, le tempérament féminin, je trouve. Peut-être moins difficile à éduquer, j'en sais rien, j'ai pas eu de garçon, mais ça me paraît plus simple. Jusqu'à un certain âge. Ah, bon, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Elle a 1 an, c'est ça? Ouais. Bon. On peut peut-être lui dédier cette émission? Si vous voulez, ça va peut-être vous porter une chance supplémentaire. Non, c'est une petite fille très sympathique, très, très souriante. Bon, alors qu'est-ce qu'on lui dit? On lui fait des grosses bises. Ah bah moi aussi, je m'associe. On lui fait des gros bisous, ça. Elle adore ça. Merci Francis. Conserver sa dignité, savoir garder toute sa dignité, manquer de dignité, perdre toute dignité, supporter le malheur avec dignité. La dignité, une valeur aussi oubliée que la droiture, l'honneur, l'honnêteté, et dont le dictionnaire de l'Académie française nous dit qu'il s'agit d'une valeur éminente, d'une excellence qui doit commander le respect, en même temps que d'une attitude de réserve et de fierté inspirée par le respect soi-même.
Voilà pour la définition de la dignité. Vous êtes, je crois, la toute première personne dans VIP à choisir ce thème-là, qui est un joli thème. Un petit côté désuet, pas désagréable. Je dis ça, je me fais l'avocat du diable. Oui, c'est parce qu'apparemment la chose se perd peut-être. La dignité en question. Il y a des gens qui ont peut-être passé outre, justement, perdu toute dignité. Enfin, j'en sais rien, qui a défilé sur ce fauteuil. Je veux faire le procès de personne. Mais c'est vrai que dans ce monde où tout le monde cherche à être célèbre, comme disait je sais pas qui, soyez célèbre 15 minutes. Andy Warhol. Voilà. Que chacun aura son quart d'heure de gloire mondiale. Voilà, et je pense que c'est au détriment de la dignité. Donc tout le monde veut aspirer à la notoriété. Et 90% des gens font fi de leur dignité pour en arriver là. Vous pensez à quelqu'un ou à quelque chose de Non, précis? je pense à personne, je ne veux pas citer de nom, mais il suffit d'allumer sa télévision le soir vers 6h30, 7h. Sur la une? Je sais pas, sur plusieurs, oui, enfin sur plusieurs. Et on voit bien que le principe passe outre la dignité. C'est vachement voyeur, c'est vachement sensationnel, tapageur. Tous les talk-shows, machin, les gens s'effondrent en confidence. On sait bien qu'ils ont perdu toute dignité, quoi. C'est pas capable de garder l'intime pour eux. Donc, bon, il y a ça, puis il y a aussi, je sais pas, dans la chanson. Moi, c'est la première notion quand on me demande veux-tu faire ça, c'est est-ce que ma dignité en sortira en intégralité ou en petits morceaux. Et donc vous refusez en fonction. Et donc je refuse ou j'accepte en fonction de ça. Ouais. Enfin, quand même, quand le succès vous fond dessus, comme c'est arrivé, vous étiez quand même assez jeune. Comment on fait pour la garder, cette dignité, même si on a toute la volonté du monde, on est un peu dépassé, j'imagine, par les événements, la tête doit chauffer un petit peu, peut-être que les chevilles aussi, je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, mais comment on fait pour garder sa dignité? Il y a des gens qui vous aident ou... Ben, moi, non, j'ai toujours décidé tout seul. Bon, c'est ça, il faut jouer avec les contraintes, les choses dont on vous explique qu'elles sont obligatoires, plus celles qu'on estime indignes, justement, et il faut passer entre les gouttes en essayant de ressortir avec son intégrité, voilà. Et vous y êtes arrivé? Sans avoir trahi. Moi, il me semble que je suis arrivé, j'ai peut-être fait deux, trois écarts à ce que je viens de citer comme précepte, mais bon, c'était toujours, je ne sais plus lesquels, mais bon, ça a toujours été ma règle numéro 1, quoi. Mais c'est un combat ou c'est finalement quelque chose qui vous demande pas tant de travail? Non, souvent c'est un combat, ouais. Quand même. Souvent c'est un combat parce qu'on a affaire à des gens qui justement oublient cette histoire-là, quoi. Ils vous proposent des choses sans penser que justement elles peuvent être considérées comme indignes par certains. Je ne dis pas c'est une recette que tout le monde peut appliquer, quoi. Chacun estime que la dignité, ça va de là à là, quoi. C'est pas... Et puis l'autre dira que non, finalement, on peut empiéter. Chacun joue avec ça. Mais moi, la mienne, justement, l'intégrité, ressembler à celui qu'on était et pas tenter de devenir quelqu'un d'autre, quoi. À tout prix. C'est pour ça que vous êtes finalement resté dans votre village ou petite ville d'Astafor? C'est pour échapper à... Non, c'est pas simplement, non, c'est pas pour ça, non. Je suis resté là parce que les gens autour, oui, me semblaient peut-être plus naturels, moins ambitieux, oui, il y a peut-être un peu de ça, mais surtout par confort, parce que la météo est formidable et que la saison de pétanque dure plus longtemps. Ah, c'est pour ça. Voilà. La dignité, c'est une condition sine qua non pour vous, pour l'amitié? Pour l'amitié, pour tout, quoi. J'applique ça à tous les domaines professionnels, intimes. La dignité d'abord. Il paraît que vous avez un don pour jauger les gens, que vous savez tout de suite en les voyant ou en les rencontrant, si justement ils ont cette dignité à laquelle vous aspirez ou pas. C'est votre frère qui a vendu le morceau. C'est vrai? Ben ça, je prends ça comme un compliment. Je ne sais pas si c'est vrai tout le temps. C'est vrai que lorsque je rencontre quelqu'un, effectivement, peu m'importe en fait qui il est, d'où il vient, c'est savoir s'il a respecté cette fameuse règle et s'il est prêt à la suivre encore ou si c'est factice, quoi. C'est dans la limite entre le faux, et le vrai. C'est pas plus compliqué que ça. Et qui incarne parmi les gens qui vous entourent, alors peut-être les gens qu'on peut connaître nous aussi, qui incarne le mieux cette valeur pour vous de la dignité? Francis Cabrel
Non, je ne sais pas si j'ai toujours Écarté, suivi, mais je ne hein. sais pas, par exemple, en matière de chansons, un type comme Georges Brassens Ouais. ne s'est jamais vautré dans le facile ou dans... il est parti sur un style qui n'était pas populaire. Voilà un exemple de mec qui n'a jamais défailli de sa route, qui savait que c'était ça et rien d'autre, et qui n'a jamais fait plus facile pour être plus compréhensible par le grand public, et qui a suivi son... et qui à la fin est devenu une espèce de monument, justement parce qu'il avait tenu bon. Hein. Et à qui peut-être on a dit, mais attends, tu vois pas les chansons que tu fais, elles sont pas dans l'air du temps, elles sont pas ci, elles sont pas ça. Bon, voilà, On lui a reproché de faire des chansons indignes d'ailleurs. ou des chansons indignes, même amorales, ou tout ce qu'on voudra. Donc voilà quelqu'un qui est resté digne. Alors, dernière question, quel conseil vous donneriez justement pour que ceux qui vont écouter apprennent à ne pas rétrécir, quoi, apprennent à rester dignes? Enfin, quel conseil ou quelle recette vous avez appliqué vous? Je ne sais pas si on peut donner des conseils en la matière, c'est ne pas se trahir, quoi, ne pas se trahir. Je ne sais pas comment on pourrait expliquer ça, il faudrait plus d'une heure pour arriver à faire le tour de ce genre de thème qui est quand même un peu, peut-être pas philosophique, mais on dit moins. Oui, mais vous vous débrouillez bien. Hein. Ah ouais Non, ne pas se trahir, ne pas renier qui on était, ne pas oublier qui on a été, et savoir où on veut aller sans écraser personne, avoir son ambition et qui soit pas guerrière, quoi, je dirais, qui soit pas à tout prix dévorante au point de tuer ou de blesser les gens sur son passage. Merci beaucoup, Francis Cabrel. J'aurais aimé faire plus court, mais là je peux. Non, c'est très bien. Comment servons-nous l'évangile à nos enfants? Pur ou mélangé? Nature telle que Jésus nous l'a donnée, ou mélangée avec toutes sortes d'huile de foie de morue, souvent additionnée d'une bonne dose de morale dite évangélique, quelquefois d'une bonne dose d'hypocrisie, de religiosité, de punition évangélique, d'obligation, de piété, de dépendance. Une citation de Teilhard de Chardin qui devrait vous faire réagir, Francis Cabrel. Oui. On commence par quoi là? Parce que c'était quand même assez épais la recette. La recette, c'était voilà, comment est-ce qu'on présente la religion aux enfants, finalement d'une manière assez indigène. Moi je pense qu'on ne doit pas présenter la religion aux enfants. Voilà. Et j'en dirai pas plus. Mais développez. Moi j'ai beaucoup souffert de ce qu'on m'ait présenté justement la religion comme quelque chose de sérieux, de sévère, de sûr. C'était quelque chose d'infaillible. On me balançait des phrases contre lesquelles le doute n'était pas permis, n'était même pas envisageable. C'était le dogme total. Mes années de catéchisme ont été de la souffrance, de la première à la dernière minute. Donc, je n'imposerai pas ça à mes enfants, d'autant que je ne suis pas sûr moi-même que le ciel soit si habité que ça, et que, vous voyez... Mais en même temps, il ne s'agit pas de certitude quand on parle de foi, il s'agit de confiance avant tout. Oui, non, mais justement, à l'époque, on nous assénait ça comme des choses... mais je pense qu'élever des églises, c'est déjà avoir une certitude affirmée, quoi. Donc, pour des gens peu sûrs, avoir fait autant d'immeubles flamboyants, gothiques, remplis de vitraux étincelants et tout ça, ça me paraît quand même... des gens assez sûrs d'eux. C'est justement là que je ne suis pas tout à fait d'accord. On sent que cette colère, elle est encore en vous, que c'est quelque chose qui n'est pas encore... C'est-à-dire qu'elle est en moi parce que on est tous les jours face. Le calendrier est chrétien, je sais pas moi, nos habitudes sont chrétiennes. Je trouve qu'il y a une mainmise comme ça de la chrétienté sur notre vie de tous les jours effectivement, contre laquelle je me débat. Alors, je ne dis pas que je me bats parce que je suis sûr de rien moi non plus, mais je me débat contre ça. C'est surprenant, je vous ai entendu il y a quelques années déjà dans une émission qui était consacrée à l'inspiration. Vous aviez dit, on vous voyait vous promener dans une magnifique église en ruine d'ailleurs, et vous avez dit aux journalistes, il faudrait que j'arrive à sortir des églises. Donc on voit bien que, en tout cas, le bâtiment église... Même si vous nous dites, il y en a trop. Non, j'ai été très marqué, d'abord parce que j'ai passé ma jeunesse dans une église tous les jeudis, soit à écouter le catéchisme, soit à servir la messe. Enfin, j'ai fait tout le parcours de l'enfant de cœur. Donc chaque fois que je prends des références maintenant, et c'est vrai que de ce côté-là, je suis assez... le côté poétique, disons, de la religion, oui, me plaît, le côté éternité, les mots comme ça... générique, on va dire, où on remet tout ce qu'on veut, le ciel, l'âme. C'est des mots qui, effectivement, sont assez poétiques, assez dans une chanson,
Dans un sentiment, c'est vrai que ça, tout le monde comprend, quoi. Ça, mais moi, je ne le prends pas dans le sens religieux stricto, quoi. C'est juste que c'est un raccourci intéressant. Et l'ambiance des églises vous plaît aussi? Non. Pas plus que ça? Non. Pas plus que ça. Non, mais j'admets qu'on se recueille, j'admets qu'on puisse penser qu'il y a une divinité quelque part, mais je trouve que tout ce qu'on a construit autour, ça ressemble plus presque à un commerce qu'à quelque chose de fondé, quoi. Quand vous voyez la beauté de la nature, vous n'avez pas envie de remercier quelqu'un? Mais voilà, j'attendais ce genre de réflexion. C'est vrai que tout ce qui est très beau, le plus facile à dire, c'est divin. Alors tout ce qu'on n'explique pas, c'est divin, tout ce qui est magnifique, c'est divin. Je pense que ça va être ou plus compliqué que ça, ou justement beaucoup plus simple. S'il y a des choses, tout est périssable, on n'est pas éternel. Voilà, il faut aussi faire preuve justement à la vanité, quelque chose. Et l'orgueil me semble pas mal sous-tendre ce genre de raisonnement. C'est-à-dire que l'homme s'estime plus haut, plus puissant, justement, a du mal à imaginer qu'il est provisoire, ne faisant que passer. Et donc il s'imagine revenir un jour, je sais pas quoi, pour X millions d'années. Enfin bon, il n'arrive pas à s'imaginer que ça peut finir comme ça brutalement. Et ça part un peu de là, quoi, l'histoire. Et justement, un peu pour provoquer, parce que je suis sûr de rien moi non plus, j'ai plutôt tendance à croire et à m'imaginer que vivre, c'est aussi quand même, justement, envisager le truc le plus sec, quoi, le moins poétique, le moins doux, le moins confortable, le moins espérant. Vivre sans espérance, moi, ça ne me dérange pas du tout. Pourtant, il y a Bernanos qui disait la foi, c'est 24 heures de doute et 1 minute d'espérance. L'espérance, vous n'avez même pas cette minute, vous, en fait. Bah, pour l'instant, ça ne m'a pas semblé indispensable. Mais par contre, effectivement, je m'interroge beaucoup. Ce n'est pas un thème que j'élude et sur lequel je ne reviens jamais. J'accepte d'en discuter. Et sans doute, je me trompe. S'il y a tant de millions de gens qui sont persuadés que tout est vrai dans la Bible, enfin, dans la Bible, c'est idiot de dire ça, mais bon, tout est fondé, disons, habité, vérifiable. Moi, je suis plutôt du genre à tout remettre en cause. Alors pourquoi, en 1986, vous avez fait cette chanson, Il faudra leur dire, qui a été un vrai succès, initialement composée pour le baptême de votre fille aînée? Donc il y a eu baptême. Il y a eu baptême sur tous mes enfants, et la dernière sera baptisée prochainement. Mais quel est l'intérêt? C'est quoi, c'est une assurance vie? Une assurance contre la maladie. Il y a une vieille dame du village qui m'a dit, il faut baptiser les enfants, ils ne seront pas malades comme ça. Et donc je baptise mes enfants. Non, mais pour être plus sérieux, d'abord au sein de la famille, je ne fais pas l'unanimité avec mon petit discours sur la religion. Donc c'est quand même un combat pied à pied et dans lequel je me laisse, c'est vrai, convaincre que moi le baptême, ça ne me dérange pas, les sacrements, le mariage, je suis d'accord. Tout ce qui est, disons, plus... tout ce qui est plus... c'est plus un baptême par la famille, une espèce de bienvenue au monde, chanté par les amis, par l'entourage, que par... Une sorte de baptême laïque. Ouais, c'est plutôt un baptême laïque. Enfin, moi, je le vois comme ça, une espèce de fête où il y a beaucoup d'amour vers quelqu'un qui vient d'arriver. Bon, ça, c'est... Après, on y met Dieu dessus, on y met qui on veut. Moi, j'admets... Et si patatras, toutes vos certitudes ou non-certitudes s'effondraient et que vous étiez amené à le rencontrer? Ce Dieu qui n'existe pas, alors. Ah non, je dis pas diriez quoi? Justement, je suis assez prudent pour ne pas dire qu'il n'existe pas. Parce que pour ne pas le vexer, on ne sait jamais. Déjà, je ne veux pas le vexer, et puis ça sera la bonne surprise. Que je suis tout à fait prêt à admettre, mais pour l'instant, disons que les preuves me manquent, et puis surtout ce que les hommes en ont fait de l'idée de Dieu qui me plairait au départ, et me trouve quand même assez contestable. Et presque des fois détestable. Ah, ça, comme vous le dites, c'est l'idée. C'est ce que les hommes en ont fait. C'est ce que les hommes en ont fait. Très justement. Par contre, je laisse lui-même, la divinité en question, au-dessus de tout les petits combats mesquins qu'il y a eu et l'affairisme qui s'est développé autour de ça. Mais, donc, le rapport direct avec lui, s'il existe, je dis pas que je l'espère, mais si un jour ça arrive, bon... Et vous lui direz quoi, ça alors? Sera une surprise. Je lui dirais, t'es un ami du temps. Parce que je trouve que quand même, sur Terre, il se passe des choses bien
j'ose pas dire de gros mots, mais quand même bien écœurante à vivre, à supporter. Merci beaucoup, Francis Cabrel. Les questions auxquelles on répond par oui ou par non sont rarement intéressantes, écrivait Julien Green. Et Paul Samuelson, l'économiste américain, renchérit. Les bonnes questions ne se satisfont pas de réponses faciles. Regardez-moi, Francis Cabrel, c'est à vous que ça s'adresse, ça. Ah bon Donc, pas de réponse facile sur toutes les questions qui arrivent. Bon, alors, voyons. Bon, des questions un peu dans tous les sens. Vous êtes prêts? Oui, bon. Ben oui, mais ça, c'est pas une réponse... Ah oui, c'est vrai, c'est pas une bonne réponse. C'est ni oui ni non, quoi, c'est ça? Disait Julien Green. Exactement. Quelle est la proposition la plus étonnante que vous ayez acceptée? Ouh là là, je suis pas bon pour ce genre de truc, moi. Je pense avoir rien fait d'étonnant. Non. Bon. Non, si, chanter sur un bateau, voilà. Chanter sur un bateau qui voguait sur le fleuve Saint-Laurent. Les gens dînaient, moi je chantais, ouais. Mais il y a longtemps? Ouais, il y a 10 ou 15 ans, ouais. Ça devait être sympa. Ouais, c'était sympa, c'était comme un club, une espèce de petit boîte à chansons, mais flottante. Quel talent aimeriez-vous avoir? Celui de raconter des histoires. Ah, c'est étonnant comme réponse. Bah, vous nous racontez des histoires en 3 minutes de chansons. Ah ouais, mais Je c'est comprends toujours pas des bien. histoires que j'ai... Des vraies histoires inventées, je n'ai jamais pas raconté beaucoup. C'était toujours un peu trop de moi, quoi, dont il s'agissait. Quelle est la personnalité politique que vous estimez le plus? Vercingétorix. Vous en tirez bien. Parce qu'à un moment, vous appelez les Gaulois avec des groupes de musique, c'est ça? Vous aviez les Non, c'est parce moustaches. que j'ai eu une tendresse pour lui. Il s'est battu comme un chien. Il a tenté de rameuter tous les Gaulois, justement, les peuples qui ne s'entendaient pas pour virer le cruel César. Jusqu'à la dernière seconde, on a pensé qu'il allait Bah y oui. arriver, puis malheureusement, bon. Donc, quand j'ouvre un livre d'histoire, je vais vite voir si des fois, il a toujours perdu ou si je sais pas. Donc, Vercingétorix. Disons, les hommes politiques actuels, puisque j'ai un peu éludé le truc, il n'y en a pas beaucoup qui trouvent ma sympathie. Mais là, vous éludez toujours, hein? Toujours pas de nom. Non, pas de nom, ben non, parce que je fais pas de différence entre... Il y a beaucoup de carriérisme à droite, à gauche. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de conviction et qu'ils vont plutôt où il y a le plus de boulot, quoi, disons. Mais c'est pas des gens inspirés, c'est pas des gens portés par des idéaux. Donc... Quel est le plus beau compliment que l'on vous ait fait? Vous êtes plus grand qu'à la télé. Ouais. En général, j'aime pas trop les compliments. Non. Pourquoi bah, vous savez pas c'est pas que je les aime pas, négocier après, les je sais gérer? pas les accepter, ouais, ou sans rougir, ou sans. Donc j'aime pas trop les compliments. Bon, nous nous le tiendrons pour dire. Allez, on va faire une petite pause où je vais demander d'apporter des objets. Ouais, d'accord. Voilà, là, vous allez être plus à l'aise. Évidemment, ces objets, ce sont des disques. Ah oui, parce que j'ai pas la culture de l'objet, et donc je sais pas si les objets ne m'aiment pas. Disons qu'ils s'arrangent pour m'encombrer. Je suis pas très bricoleur. Quand il y a 2 fils dans la pièce, ils s'entortillent exprès pour me faire perdre une demi-heure. Donc c'est pas. Donc voilà le disque qui a fait que je suis devenu chanteur. Bob Dylan, Ce disque précisément. précisément. Celui-là, celui que vous tenez dans vos mains. Parce qu'il y a Like a Rolling Stone dessus, qui est la chanson Ouais. élue d'ailleurs meilleure chanson de tous les temps par les critiques rock'n'roll du monde entier. Donc comme quoi je ne m'étais pas trompé à l'époque, soit dit en passant. Donc à la même époque, j'ai beaucoup écouté Leonard Cohen, dont j'ai chanté toutes les chansons dans les boîtes à chansons ou les bars, pas les bars, mais bon, les festivals. Là-dessus, il y a par exemple Marianne ou des chansons assez connues de lui. Et mon idole Eric Clapton faisait partie d'un groupe qui s'appelait The Cream. Il faut le reconnaître, là, quand même. Il est au milieu. Il est au milieu. Ouais. Et le jour où Cream s'est séparé, j'avais, je sais pas, 17 ans, j'étais super triste. Ils ont fait un album qui s'appelait Goodbye, pour dire que justement ils arrêtaient tout. Et c'est quand même un groupe qui a sorti quelques titres qui sont toujours dans l'actualité. Et vous les avez rencontrés, les uns ou les autres? Non, aucun d'entre eux. Aucun des trois? Non, Mince. aucun d'entre eux, mais bon, je suis encore jeune. Ah oui, mais complètement. On repart sur les questions? Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui vous énerve par-dessus tout? Oh, les embouteillages. Ah bah, Ouais. vous avez des vrais problèmes dans la vie. Ouais, la mauvaise foi, ce qui m'énerve, je sais pas. Non, mais je sais pas, quand on me pose la question, en fait, il y a beaucoup de trucs qui m'énervent, il suffit qu'on me demande et j'oublie. Donc, les interviews trop longues, par exemple. Non, mais ne me Les regardez modules pas. de plus de 7 minutes, en général, ça me crispe. On n'a pas passé les 7 minutes.
Quel échec vous a fait le plus avancer? Quel échec m'a fait le plus avancer? Il n'y a peut-être pas eu d'échec. Il y a eu des chansons ratées ou effectivement quelques disques moins aboutis que d'autres qui m'ont obligé la fois suivante à plus de concentration, plus de travail. J'ai pas un naturel paresseux, mais j'ai un naturel peut-être un peu à me laisser vivre. Vous vous souvenez de la dernière fois où vous avez pleuré? Très bien. Très bien. Est-ce que ma réponse vous suffit? Non, développez. J'ai pleuré à la lecture d'un superbe bouquin d'Éric Emmanuel Schmitt. Le livre s'appelle Oscar et la Dame Rose. Ah bah oui. Voilà. Et j'ai pleuré. On a eu le plaisir de recevoir, non pas Oscar, mais Éric Emmanuel Schmitt sur ce fauteuil. J'adore cet auteur. L'Évangile selon Pilate est un bouquin magnifique. Aussi. Voilà. Et votre dernier fou rire, vous vous en souvenez? Mon dernier fou rire, ça arrive souvent, maintenant je ne m'en souviens pas particulièrement. Mais en fait, les gens qui m'accompagnent sur scène là, sont des gens assez drôles et c'est vrai qu'on se marre pas mal. Pas pendant les chansons qui ne sont pas très rigolotes, mais entre les chansons. Le chemin qui mène de soi à soi fait le tour du monde. Kaiserling, vous en êtes où, vous, sur ce tour du monde? Qui mène de soi à soi, le tour du monde, je dois en être à plus de la moitié, ouais, j'espère. Ouais, mais du côté où c'est... La première moitié m'a semblé, c'est vrai, assez ardue, un peu compliquée. Je suis assez content d'avoir passé la cinquantaine, par exemple, sur le plan, puisqu'il faut parler aussi en métrique. Mais de soi à soi, je pense qu'à partir d'un certain âge, on est plus près, justement, on s'encombre moins de choses superflues, inutiles. Et ouais, j'aimerais pas avoir 25 ans aujourd'hui. Et la vie que vous menez est-elle bien celle que vous souhaitiez mener? À la différence près que j'ai toujours rêvé d'habiter en Angleterre, donc ça n'existe toujours pas, ou ailleurs, disons, et je suis toujours dans mon Lot-et-Garonne. Des fois, je trouve, de ce côté-là, ça va pas assez vite. Et si on oublie la géographie, qu'on regarde la vie d'une manière générale? La vie que je mène est largement plus belle que celle à laquelle j'osais espérer quand j'avais 17 ans, ouais. Largement, ouais. J'en remercie le ciel tous les jours. Ah, vous voyez? Vous voyez, qu'on a des expressions comme ça, toutes faites, qui conviennent très bien à ce qu'on veut dire. Ouais. Cette émission est terminée. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Francis, pour la suite? Eh bien, j'espère n'avoir pas écrit encore les 25 chansons éternelles qui resteront au panthéon de la chanson française. Donc, on me souhaite encore beaucoup de travail, beaucoup de thèmes à développer, beaucoup de nuits à passer à écrire. Moi, je suis vraiment passionné par l'agencement des mots, l'écriture, le temps que ça prend, justement, je ne le vois pas passer dans ces moments-là. Donc, j'espère faire encore plein de chansons. Mais sinon, de la santé. Pour tous ceux qui m'entourent en priorité. Je vous remercie infiniment d'être venu nous voir dans VIP. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir.